Soyez la bienvenue si vous nous rejoignez sur CCTV et c'est le MAG Kiosque. Merci de votre fidélité. Madame, Messieurs, bonjour, chers téléspectateurs de CCTV et auditeurs de Radio Liberté. Des grands titres, des grands thèmes font et feront le menu de votre magazine ce matin. Ça passe donc à l'Assemblée nationale, un accouchement dans de douleurs. Obin Menakou tient donc le bâton. La loi électorale passe pour la première fois à l'Assemblée nationale sans casse, mais avec beaucoup de difficultés. Le même exercice est donc annoncé dans quelques jours au niveau du Sénat. Chez Léon Okengo-Adondo, une loi votée en tout cas à l'absence de députés de l'opposition qui ont claqué la porte. Je m'en vais vous résumer les grandes lignes de cette loi. C'est que les seuils est maintenu à 1%. Vous avez 1 600 000 francs congolais pour chaque candidat député national et vous avez 1 million de francs congolais pour un candidat député provincial. La machine à voter reste donc en place. Ce sont là les grandes innovations de cette loi baptisée loi Chadari. Autre actualité, ce sont ces graves accusations sur le gouvernement congolais. Human Rights Watch parle de recrutement des éléments des ex-M23 au niveau de l'Ouganda et même ceux-là qui avaient opté pour un rapatriement volontaire. Ces gens ont opéré des exactions de plus de 60 personnes. Le gouvernement, selon Human Rights Watch, aurait recruté plus de 200 ex-M23 pour renforcer les rangs de la police, de la garde républicaine, tout comme de l'armée et des forces de sécurité en vue de réprimer les mouvements anti-Kabila vers la fin de l'année 2016. On cite parmi les généraux qui ont été à la base de ce mouvement, suspect que moi-même je qualifie de la haute trahison, le général Delphin Kaimbi. Vous avez également Tango Fort, mais aussi, il ne faut pas non plus oublier les tout derniers. Il s'appelle le général Mundos de la garde républicaine qui s'est fait signaler du côté de l'Est de la République. Les quatrièmes, les noms arrivent parce que j'ai oublié dans la petite valise que j'ai avec moi. Voilà donc le menu de votre magazine. Merci à vous, Il pleut sur Kinshasa. Luc Mikomo, sur kiosque de CCTV. Bonjour Luc. Bonjour Serge. Bienvenue. Hein. Merci beaucoup. La pluie, c'est une bénédiction. Il pleut sur Kinshasa. Il semble, mais ce sont des opinions à remettre toujours en critique. Est-ce que vraiment la pluie est une bénédiction? Depuis quand c'était une bénédiction? Depuis quand ça a cessé d'être une bénédiction? Les Quinois sont bien placés pour répondre à cette question-là. D'aucuns, quand tu dis la pluie est une bénédiction, ils te maudissent. Merci beaucoup, Luc Mikomo. Allez, il est de Congo Web Télévision, télévision haute définition, grand débatteur devant l'éternel. L'émission Perspective, on va suivre le tout dernier numéro cette semaine. Hein. C'était passé hier. C'était passé hier. On va parler du sort de notre système éducatif par rapport aux ambitions que nous avons, ceux d'atteindre l'émergence à l'horizon 2030. Mon invité, il s'appelle Patrick Balelo. Il a dit que c'est rêver en étant debout. Système éducatif, ça prend en compte les PSP et les SU. Hein. Les PSP et les SU. Et Gaston Moussemena. Tous les deux. Merci beaucoup. Luc Mikomo, bienvenue à vous. Israël Moutala, il est de 7sur7.cd, un site très lu. Israël, bonjour. Bonjour, Serge. Bienvenue. Hein. Merci beaucoup. Votre article est relayé hier sur RFI. J'ai suivi toute la problématique, toute la difficulté de l'opposition pour pouvoir mobiliser et obtenir quelque chose. Mais aujourd'hui, le site revient sur cette étude projetée par les CID et l'envol et son président Délice Sang. Absolument. Vous savez que le paysage politique sera bouleversé par une loi importante qui est la loi électorale, qui vient de changer les règles du jeu de manière fondamentale. Et loin de l'émotion, Délice Sanga de l'envol a essayé de faire des simulations à partir des résultats électoraux de décembre 2011 pour voir qui ou quels partis vont justement résister ou bien survivre avec cette nouvelle loi électorale. Si le seuil de représentativité nationale est de 3%, quels sont les partis qui vont s'en sortir? Si le seuil était à 2% et si le seuil est à 1%. Finalement, la loi a été votée hier, n'est-ce pas, à 1%. On va en parler tout à l'heure. Mouzito a écrit aussi sur ça dans sa 8e tribune, hein, les pays des aveugles,
Le royaume des aveugles, par les écoutez, je pense que l'émission d'aujourd'hui est une émission importante parce qu'on va s'apaisantir sur la nouvelle loi électorale et ses répercussions. Merci beaucoup. Et il faut déjà saluer à l'époque la clairvoyance de Mouzitou qui avait déjà évoqué la question et qui était pertinent. Donc aujourd'hui, sans passion, on va voir si cette loi est une bonne chose ou une mauvaise chose. Très bien, merci beaucoup. Il semble que c'est déjà des vieilles dames au niveau des petits partis politiques. Je ne sais pas moi, l'ATD, des Makila ou soit les partis de Lutundula, l'Issanga Bonganga. On va faire comment avec cette histoire ici? L'Oumeya, les DDC, ça c'est vraiment Moussa. Jean-Lucien Moussa, c'est la mort programmée. Bon, ils vont peut-être se constituer en méga plateforme. Voici les titres des journaux. Forum des As, en adoptant hier la loi électorale, l'Assemblée nationale a rempli sa mission titre forum, le seuil de représentativité, lui qu'il faut suivre, ramener de 3 à 1%, les rôles de la machine à voter clarifiés une fois pour toutes et enfin la caution fixée à 1 600 000 francs congolais pour les candidats députés nationaux et 1 million de francs congolais pour l'aspirant à la députation provinciale. Mention spéciale écrit Forum des As au speaker de la Chambre, Aubin Menakou Ndjalandjoku, pour sa quête du consensus. Rassemblement, pas de consensus sur la marche projetée au 19 décembre. Certains sociétaires du RASOP accusent Félix Tshisekedi d'avoir décidé unilatéralement. L'avenir de Pius Mwabilou. Titre, Assemblée nationale, la loi électorale passe. Pius, les problèmes de votre homo là, Pius Roland Romain, vous l'avez toujours chassé. Hein? Nous vous demandons quand même pardon. On va se limiter là à 2 grands titres, hein, mais autre titre sur l'avenir, réagissant au rapport de Human Rights Watch, Kinshasa parle des accusations fantaisistes. Mais Luc, c'est quand même grave, hein. J'ai craint fort que ces accusations, une fois confirmées, soient, à mon sens, je l'ai dit en liminaire de cette émission, s'apparente à une infraction de haute trahison que de recruter des rebelles, que de recruter des M23 pour venir non pas simplement réintégrer l'armée nationale, la garde républicaine, la police, les services de sécurité, mais pour tuer ses propres concitoyens, son propre peuple. En fait, tu vois la question de rébellion chez nous, depuis les temps anciens, c'est une question qui suscite beaucoup de questions en profondeur. Est-ce que ce que nous appelons rébellion, ce sont véritablement des rébellions ou ce sont des mascarades de rébellion pour gérer une situation à terme? Et quand la situation est passée, ce que nous avons appelé rébellion hier est récupéré et est versé dans l'armée. Ça sort de la rationalité pure. Donc, nous laissons, puisque nous faisons foi en la justice, que la justice, aussi bien nationale qu'internationale, apporte un peu plus de lumière sur cette affaire, parce que ça s'apparente à une haute trahison, comme vous avez dit, et ça s'apparente à une mise en scène et sur le plan national et sur le plan international. M. Boko a réagi, hein, la ministre des Droits humains, elle dit que ce sont des accusations fantaisistes. Le gouvernement n'avait pas à recruter des mercenaires, des M23 en Ouganda, mais l'information a été quand même confirmée par quelqu'un de moindre, Bertrand Bissou-Moi, qui est porte-parole. Il reconnaît cela, que le gouvernement a procédé au débauchage de certains éléments au lieu de respecter l'accord de Nairobi. Le gouvernement congolais, en complicité avec le gouvernement ougandais, ont plutôt accepté un rapatriement qui n'était pas volontaire, pourvu qu'on débauche et qu'on fragilise un peu les rangs de M23. Vous savez, Machiavel nous apprenait que on recourt à tous les moyens susceptibles de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et lorsque la République est en danger, cynique soit-il, ces si moyens. on veut conserver son pouvoir, on peut recourir à tous les moyens. Mais je dis encore qu'il faudrait que notre justice soit sérieuse et qu'elle nous apporte des plus amples éclaircissements sur cette affaire qui apparente, je le répète, à une mise en scène
et qui apparente à un acte de haute trahison. Alors réfléchissons un peu, vous avez encore la parole Luc. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement aura quel intérêt de pouvoir prendre ces ex-M23? Est-ce que dans les rangs de la police on n'a pas des éléments assez outillés pour le maintien d'ordre ou bien pour une répression sanglante? Est-ce qu'au sein de l'armée le gouvernement, je ne dirais pas le gouvernement, parce qu'ici on a cité le général Tangofor, notre président de Vecleb, on a cité Delphin Kaimbi de la DEMIAP, on a cité le général Mundos, le dernier nom là, Doudou Montiri, envoyez-moi le tout des derniers noms. Est-ce qu'il y aurait eu une résistance au sein de la garde républicaine pour répondre à la répression? Il y aurait eu une résistance ou une sorte de la compassion de l'armée vis-à-vis de la population? Voilà pourquoi le gouvernement recruterait des rebelles pour venir mater le peuple congolais. En fait, il ne s'agit pas de la résistance. Il s'agit de la stratégie pour réprimer un mouvement qui tente à remettre en cause un pouvoir. Et lorsqu'il s'agit d'une stratégie, on peut recourir à ce à quoi l'autre ne s'attend pas, voilà, pourvu qu'il soit réduit à sa plus simple expression. Alors, est-ce que cela était le cas? Tous les généraux que vous citez là, moi je les connais. Il y en a, par exemple, Delphin Kaimbi. J'ai fait des reportages sur... Ils sont cités dans plusieurs dossiers comme ça. Je ne sais pas en bien, à tort ou à raison, mais ce sont les mêmes noms qui reviennent. Delphin Kaimbi, Mundos, Tangofor. Je ne sais pas si c'est de l'acharnement. Non, ce sont les vrais piliers de répression. Qui ont été très souvent devant la face, devant l'ennemi. Ce sont des généraux qui, soyons logiques, comme Zimbi à l'époque de Mobutu, qui ont montré de quoi ils étaient capables. Je disais tout à l'heure que le général... Dans la répression ou bien dans les métiers d'ordre? Dans la défense de la nation. Delphin Kaimbi, j'ai eu à faire des reportages avec lui au front Équateur quand nos troupes, les troupes régulières, se battaient contre les troupes de Jean-Pierre Bemba. Les MLC à l'époque. Et j'ai vu, de mes propres yeux, ce qu'on appelle comment nos troupes ont saccagé les gens du MLC. Oui. Et moi, je les ai vus. J'ai vu des cadavres dans des tranchées artères, abattus par les forces armées de la République démocratique du Congo. FAC à l'époque. Des FAC. Et je confirme que ce sont des généraux vaillants. Bon, est-ce que l'homme étant dynamique, leur stratégie ou la stratégie globale a dû changer? Je n'en sais plus. Dernière question. Ils ont agi, si l'information s'avère vraie, par leur propre gré, ou bien ils ont été envoyés par Kinshasa? Parce que je ne crois pas que si l'info s'inconfirme, ils peuvent réagir en cavalier solitaire, à recruter les M23 dans des zones, je ne sais pas moi, des réfugiés, ou encore, et puis les M23 eux-mêmes ont témoigné. Est-ce qu'ils ont agi par eux-mêmes ou bien il y a eu l'injonction d'une autorité politique? Non, vous voyez comment ça fonctionne en politique. La requête peut venir d'une part ou de l'autre. Ça peut provenir d'une réflexion menée dans des cabinets de réflexion et qu'on propose et que l'autre partie trouve que cette réflexion tient la route. Ça peut passer. Autant ça peut venir, comme je l'ai dit, de l'autre côté qui propose que dans ce cas, voici la stratégie et cette stratégie-là est adoptée. Moi, je vous dis que dans la défense de la nation, lorsque on veut atteindre des résultats probants, on peut recourir à n'importe quelle solution pourvu que l'objectif soit atteint. Merci beaucoup, Luc. Malheureusement, l'objectif qu'on poursuit n'est pas toujours perçu de la même manière que ceux qui vous observent. Merci beaucoup. Israël Moutala, c'est quand même des graves accusations, hein. On ne les confirme pas, le gouvernement donne sa version, le gouvernement dit qu'il n'y a pas assez d'éléments sur ces rapports de Human Rights Watch. Ce sont les mêmes noms qui reviennent, Tangofor, Delphin Kaimbi, Mundos qui comparaît comme, je ne sais pas moi, témoin ou renseignant dans les procès au niveau de l'assassinat de Béni. Mais c'est une question qui ne met même pas
l'opinion publique. Je ne confirme pas les faits, mais ce sont les rapports du Human Rights Watch. Un rapport comme ça qui arrive, que ce soit bien écrit ou bien rédigé, ou mal écrit ou mal rédigé, la représentation nationale, elle n'est pas, personne n'est aimé par cette histoire. Ça passe comme si c'était de filmer comme ça. Il n'y a même pas une motion à l'Assemblée, qu'on interpelle un peu ces généraux, que ça s'est passé comment, quand on dit qu'on recrute des rebelles pour venir tuer les Congolais. Ça, c'est quand même grave. C'est vrai que les accusations sont gravissimes. Et en plus, elles sont plus ou moins étayées parce que j'ai vu des gens qui témoignaient. Je ne suis pas encore entré en profondeur en lisant l'intégralité du rapport. Ouais. Mais pourquoi ça n'émet pas, comme tu le dis tantôt, l'opinion? Mais parce que l'opinion sait qu'il n'y aura aucune suite, même si les faits étaient avérés. Pour l'instant, il s'agit d'une accusation à charge de Human Rights Watch. Le gouvernement s'en défend. Mais bon, même ceux qui pensent que le gouvernement a tort dans ce dossier et que sa défense est faible, personne n'a ça n'émeut parce qu'on sait que la justice ne passera pas. Nous avons des institutions judiciaires faibles. Nous avons la nature du régime, la nature du régime fait en sorte que on ne peut pas s'étonner. Ça veut dire que nous sommes un régime mi-dictatorial, mi-démocratique. C'est un régime hybride. C'est un régime qui veut se faire passer pour un régime démocratique, mais qui a, voilà. Pour casser une motion contre un ministre, et on voit quand même des députés qui se réclament, les enfants des militaires, les enfants de ceci, des médecins, prendre une motion. Mais comment pour une question, on vient tuer les gens, ce n'est pas confirmé. Même nous, ici, nous ne détenons pas tous les éléments, nous nous basons sur ce rapport du Human Rights Watch. Aucun député n'en parle. Non, mais écoutez, la question est simple. La majorité présidentielle contrôle l'Assemblée. Un député peut beau initier une motion, mais elle n'aboutira mais ne fût-ce que pour raison de consommation, ne fût-ce que faire semblant de quelque chose. D'abord, nous, par exemple, l'attaque 7 sur 7, on a relayé, on a fait tout ça. Mais tu as dit tout toi-même, l'opinion, pour moi, l'opinion est impuissante. Elle se sent impuissante. Et donc, pour l'opinion, elle pense que fondamentalement, c'est peut-être l'alternance. Ça veut dire que quand on changera les choses, dès qu'ils auront le droit, le dernier mot pour dire qui sera mon député, qui sera mon président, qui sera mon député national, le jour où ils auront ce droit-là, de décider de leur avenir, et ils pensent maintenant que les choses changeront de manière substantielle. Mais on a vu ici, ce n'est pas la première fois. À une époque, le gouvernement avait pris le choix de taire, de ne pas soulever les crimes qu'avait commis, les crimes odieux qu'avait commis Bosco Tanganda. Voilà. Au nom de la paix, il avait sacrifié la justice. Et donc, et le gouvernement actuellement, pour des raisons de survie, il n'a même pas besoin de prendre de mercenaires. Parce que même la police ici le fait très bien avec nos propres frères. Donc, c'est pas exceptionnel, c'est pas extraordinaire de prendre de rebelles. Donc la police ici, en janvier 2015, il n'y avait pas de mercenaires. C'était nos propres frères policiers, nos propres frères dans l'armée, dans la garde républicaine, qui ont fait feu, qui ont utilisé les armes létales et tout ça. Et donc, écoute, quand le régime se sent en danger, il va recourir à tous les moyens pour se maintenir. Donc moi, cette question là-bas ne me choque pas outre mesure, connaissant la nature du régime. Quand il est face à un danger pressant, imminent, sérieux, il réagit de manière brutale. Et donc c'est pas par des moyens, même cyniques soit-il. Hein. Alors, parce que, écoutez, l'incendie de la permanence à l'UDPS, quelle violence et tout ça. Donc c'est un crime d'État. Et donc voilà. Donc quand vous êtes en mesure de commettre un tel crime, quel autre crime vous ne serez pas en mesure de commettre? Israël, maintenant je veux que vous puissiez être jusqu'au boutiste comme vous l'avez été toujours. Si on dit des répressions contre les opposants, septembre, octobre, novembre, décembre, on fait recours aux rebelles, même si ce n'était pas des rebelles, c'était des éléments de nos forces armées. C'était plutôt à l'époque contre l'actuel chef du gouvernement, Bruno Tshibala. Donc si ces graves accusations sont confirmées, donc on avait tué les alliés de Tshibala. Absolument. On avait tué les alliés de Lissanga Bonganga. Absolument. On avait tué les alliés de Jean-Lucien Boussa. Absolument. On avait tué les alliés de Lumea. Absolument. Maintenant, et